c'est bon, il m'entend. Bonjour à tous. Merci d'être présent en cette fin de week-end pour assister à notre première collaboration avec FXM sur ce cru 2016. Et aujourd'hui, on va voir ensemble quelque chose que vous avez peut-être déjà vu avec moi l'année dernière, qui est un des points de l'analyse technique sur lesquels je travaille le plus, parce qu'il me semble être un des points les plus importants et en tout cas les plus efficaces, parce que vous le savez que en termes d'analyse graphique, vous avez autant de méthodes que de pratiquants pratiquement. Donc moi, mon objectif aujourd'hui avec vous, c'est qu'à l'issue de cette présentation, vous ayez l'impression d'abord d'avoir évidemment appris quelque chose. Pour ceux qui le connaissent déjà, d'avoir approfondi vos connaissances. Et pour les autres, de pouvoir éventuellement vous initier à quelque chose que vous ne connaissiez pas, étant donné que ce point-là, il est à la fois efficace en termes de résultats, mais également assez pratique, puisque visuellement, c'est un niveau qui est assez facile à appréhender. Et je pense que si vous me suivez bien ensemble, vous allez... Alors attendez, il y a des gens qui me disent plus fort. Est-ce que... Ah, on me dit qu'on m'entend mal. Euh, Enfin, je sais pas, là il y a quelques personnes qui disent qu'ils entendent mal. Est-ce que vous m'entendez mieux là? On est en train de faire des petits réglages avec le son. C'est bon, parfait. Alors, est-ce que vous m'entendez bien là maintenant? Voilà, c'est bon, le son est bon, merci. Tout le monde dit que c'est bon, parfait, je vous remercie. Merci Sylvain. Alors maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet. Donc aujourd'hui, on va apprendre comment trader les overlaps, qui sont selon moi les seuils les plus forts de l'analyse technique telle que je la pratique en tout cas. Je ne suis pas là pour prétendre qu'une méthode est meilleure qu'une autre, étant donné que l'objectif c'est que chacun essaye de maîtriser sa propre méthode. Euh, alors, bon, là on me dit que le son est bon. Ok. Alors, qu'est-ce qu'un overlap et comment faire pour le gérer? Ah, alors attendez, je comprends pas. Il y a des gens qui me disent que le son est très faible, je sais pas pourquoi. C'est marrant parce qu'il y en a apparemment, il y a certains d'entre vous qui m'entendaient bien et d'autres vous m'entendez moins bien. Donc, on est en train de faire quelques réglages de son pour que, pour que ça soit le plus confortable pour tout le monde. Donc, je suis avec Vincent là qui est en train de. Là, il est allumé là. Ok. On y va. Alors, est-ce que là, juste avant qu'on reprenne vraiment, est-ce qu'il y a deux ou trois personnes qui peuvent me dire est-ce que là, on m'entend mieux? Maintenant, c'est ok, c'était mieux au début, c'est mieux. Là, vous m'entendez bien? Bon, écoutez, je continue si jamais il y en a qui m'entendent mal. Voilà. Alors, qui suis-je? On va passer assez vite sur cette partie-là d'abord parce que c'est pas utile de s'y attarder, on va perdre du temps. Euh, alors, ça fait plus de 15 ans maintenant que moi que je travaille sur les marchés. Et depuis 15 ans en termes d'analyse technique, donc c'est-à-dire que j'ai appris à m'apprivoiser la lecture des graphes de façon, j'allais dire, assez intuitive et naturelle aujourd'hui. Euh, je vais vous faire je vais vous éviter mon curriculum vitae en détail. Aujourd'hui, ça fait 5 ans maintenant que j'ai créé mon entreprise, qui s'appelle maintenant depuis un an DT Expert. Et j'essaye au mieux, en tout cas, de vous faire profiter de mes conseils en matière d'analyse technique, que ce soit pour du court terme, du moyen terme, que ce soit pour des institutionnels ou des investisseurs privés. Et on va regarder ensemble
quelle est l'analyse technique que je pratique. Et évidemment, à la fin de la présentation, ce que vous attendez certainement tous et qui sera le plus parlant, à savoir l'étude des graphes. Alors, les points forts de mon analyse technique. D'abord, un rapide aperçu de la théorie éliotiste qu'on va voir ensemble. Alors, Elliott, la théorie éliotiste, c'est une des méthodes les plus pointues en termes d'analyse graphique, et c'est une méthode sur laquelle moi j'ai toujours travaillé. Je pense effectivement que c'est une bonne méthode. Vous le savez aussi bien que moi, en matière boursière, il n'y a pas de panacée. Hein. Si quelqu'un prétend avoir trouvé la martingale, vous pouvez être sûr que c'est un charlatan. En revanche, il y a plusieurs méthodes et certaines fonctionnent plus ou moins bien, dans certains cas mieux que d'autres. L'objectif, je pense, d'un bon analyste ou d'un bon trader, c'est de confronter sa méthode à la réalité du marché et de réaliser avec le temps et l'expérience si sa méthode est bonne ou pas. Moi, évidemment, depuis plus de 15 ans que je fais de l'analyse technique, j'ai absolument pas trouvé des raisons d'arrêter. Donc, je vais essayer de vous faire part de ce que ces 15 ans ont pu m'apprendre et de vous faire partager certaines de mes petites astuces qui pourraient vous permettre de... Alors, je sais pas, parce qu'il y a certains d'entre vous qui me disent qu'ils m'entendent, d'autres non. A priori, s'il y en a qui m'entendent, c'est que le problème ne vient pas de chez moi. Hein. Donc poursuivons. Alors, les petits plus utiles, en dehors de la théorie éliotiste dont on va parler aujourd'hui et qui sont importants à connaître. Alors évidemment les pullback, overlap, bandes de polarité comme on va les voir ensemble tout à l'heure. Donc un pullback ou un overlap, c'est quoi? Alors c'est en fait une zone d'inflexion de marché importante qui va jouer à tour de rôle un rôle de support puis de résistance, ou évidemment inversement un rôle de résistance puis de support. La différence entre le pullback au sens large et l'overlap, si vous voulez, c'est une sous-catégorie du pullback, puisque l'overlap c'est un niveau uniquement horizontal, alors que vous pouvez très bien avoir des pullbacks sur des obliques haussières, des obliques baissières, des triangles, des canaux, etc. Ensuite, le backtesting. Le backtesting, évidemment, n'importe quel analyste vous parlera du backtesting, hein, puisque c'est un peu presque du B à bas. Le backtesting, c'est quoi? C'est lorsque vous avez une méthode à laquelle vous croyez ou sur laquelle vous avez envie de travailler, il va vous suffire de tester dans le passé cette méthode pour voir si vous allez pouvoir vous fier à cette même méthode dans le futur et dans le présent. Un exemple tout simple, vous regardez des indicateurs, alors ça peut être, je sais pas, le RSI, les bandes de Bollinger, ça peut être le MACD, des moyennes mobiles, qu'importe. Ce que je vous invite à faire, c'est de voir sur un sous-jacent donné si l'indicateur que vous suivez a fonctionné dans le passé pour savoir s'il va pouvoir être efficace dans le présent et dans le futur. Si par exemple vous regardez, je sais pas, je vous dis des choses totalement au hasard, hein, mais pour que vous ayez une idée, si vous regardez l'euro GBP au niveau du RSI, que vous avez l'impression que chaque fois qu'il y a une divergence sur le RSI, il y a une inflexion au niveau des cours de la devise, dans ce cas-là, effectivement, vous pouvez vous y fier. En revanche, peut-être que sur le GBP USD, le même RSI dans le passé n'aura pas eu les mêmes effets, auquel cas peut-être que vous pourrez un petit peu moins vous y fier. Et enfin, dernière chose, toujours très importante en matière d'analyse technique, c'est la combinaison de points. Alors la combinaison de points, ça veut dire quoi? On parle souvent de l'analyse technique comme du reflet de la psychologie des investisseurs. Et on se pose souvent la question de savoir est-ce que ça marche parce que les gens le regardent ou est-ce que les gens le regardent parce que ça marche. Qu'importe. Ce qui est sûr, c'est que plus un niveau va correspondre à des facteurs techniques différents, plus vous allez pouvoir vous y fier. Pourquoi? Parce que imaginez que vous avez un niveau qui correspond à un gap, mais qui correspond également à un ratio de Fibonacci, qui correspond également à une borne d'un canal. Vous allez avoir à la fois les gens qui regardent le gap, puis les gens qui regardent les ratios, puis les gens qui regardent les canaux, etc., les chartistes qui vont regarder ce même niveau, et donc forcément ce niveau va finir par s'auto-réguler lui-même, puisque lorsque des gens achètent ou vendent sur un niveau important, ils vont forcément influencer le marché. Alors, la situation des marchés, volatilité, incertitude, évidemment, ça fait, j'allais dire, depuis un bon nombre d'années maintenant aujourd'hui qu'on est dans des incertitudes de marché quasi permanentes. On est effectivement revenu, on était en tout cas revenu depuis 2011 dans une sorte
de tendance haussière un peu poussive. Je parle là pour l'instant du marché indice action, hein, pas de... Et sur cette tendance, vous allez avoir à l'intérieur même de cette tendance des phases de temporisation qui sont plus ou moins importantes. Quand on dit une tendance poussive, c'est que les phases de temporisation sont beaucoup plus importantes que dans une tendance très marquée, comme on l'avait pu l'avoir par exemple entre mars 2003 et l'été 2007, où là le marché avait bien repris en général jusqu'à la fameuse crise du subprime. Volatilité, par exemple, si vous regardez cette semaine, les indices, vous avez eu aujourd'hui on est en pleine hausse, hier on était en pleine baisse, avant-hier on était en pleine hausse, donc une volatilité assez importante avec des zigzags permanents, donc de quoi se casser un petit peu les dents assez facilement si on ne fait pas du très très court terme, du scalping, voire de l'intraday. Bon. On va essayer de voir ensemble des méthodes pour essayer d'y voir un petit peu plus clair. Alors les outils que j'utilise moi personnellement le plus souvent, donc chartisme, héliotisme, comme je vous l'ai dit, on va regarder un petit peu ensemble de quoi il s'agit rapidement, puisque c'est pas le but premier de notre rendez-vous d'aujourd'hui. Quelques indicateurs de temps en temps, le RSI notamment, parfois le MACD, quelques moyennes mobiles et toujours essayer parfois de confirmer plus ou moins une analyse par l'observation des volumes. Évidemment, ça fait de mal à personne, ça mange pas de pain et ça peut être très utile par moment. Et les ratios de Fibonacci qui sont finalement directement liés à la fois au chartisme et à l'héliotisme, comme vous le savez sans doute et qu'on le verra ensemble. Alors, Elliott, le schéma de base héliotiste. Ici, donc Elliott, qui était un comptable des années 30 aux États-Unis, donc en place au moment de la crise de 29, avait été le premier à établir la théorie suivante, comme quoi les graphiques, d'ailleurs tout type de graphiques, évoluaient selon des schémas de base qui étaient amenés à se répéter de façon indéterminée. Il a donc établi un schéma de base en 8 ans, 5 temps dans la tendance, qui sont déterminés par des chiffres et par des vagues qu'on appellera 1, 2, 3, 4, 5, comme vous pouvez les voir là aujourd'hui sur le graphique présenté, le schéma, pardon, et 3 phases correctrices qui sont lettrées, cette fois, qu'on appellera ABC. À l'intérieur même de ces tendances, vous allez à chaque fois avoir des sous-tendances selon le degré que vous allez regarder. Donc c'est un peu le système, si vous voulez, des poupées russes. Donc à la fois le degré de temps que vous allez observer. Par exemple, vous pouvez très bien avoir une hausse en 5 temps sur un schéma hebdomadaire que vous allez pouvoir décortiquer en schéma journalier, voire en schéma horaire, etc. Donc comme vous le voyez ici avec moi, hein, on monte en 5 temps. À l'intérieur de cette hausse ici que vous avez en 5 temps, vous avez les vagues 1, 3 et 5 qui sont des vagues impulsives et les vagues 2 et 4 qui sont des vagues correctrices. Et lorsque vous êtes dans la correction de tendance en ABC, à l'intérieur de cette ABC, vous allez avoir des vagues A et C qui seront elles des vagues impulsives et une vague B qui sera une vague correctrice. Elliott a dit, parmi les règles qu'il a mises en place, hein, on ne va pas toutes les balayer ici, puisqu'on va regarder celles qui nous intéressent pour cette présentation-là, a donné la règle de l'overlap qui était la suivante. La vague 4 ne doit pas, comme vous voyez ici, enfoncer le plus haut du niveau de la vague 1. Donc vous tracez un horizontal sur le sommet de votre vague 1, et lorsque vous entamez la fin de la vague 3, donc la vague 4, vous devez faire attention à ce que cette vague 4 ne vienne pas ici enfoncer le niveau de la vague 1. À partir de ce moment-là, vous avez ce qu'on appelle un overlap respecté, comme je l'ai indiqué ici. Donc, pour mettre des mots sur ce qu'on vient de voir ensemble, définition théorique de base, comme on l'a vu ensemble, donc il s'agit dans un schéma héliotiste traditionnel du niveau de la vague 1 qui ne doit pas enfoncer donc le niveau de la vague 4. L'extension de la théorie, qui est très importante aujourd'hui, qui a donné suite à la fois à l'overlap et aux bornes de polarité. Donc après de nombreuses observations, on peut élargir la définition en lui donnant une valeur encore plus importante de la façon suivante. Donc un overlap, ça va être tout type de seuil horizontal délimité par une forte zone de support ou de résistance qui va venir par la suite, c'est-à-dire une fois qu'il aura été
enfoncer dans un sens ou dépasser dans l'autre, jouer le rôle d'inflexion de marché, c'est-à-dire un support qui devient une résistance ou une résistance qui devient un support à la hausse comme à la baisse. C'est ce qu'on appelle, dans un autre jargon, des bornes de polarité. Comment utiliser donc le backtesting pour connaître la fiabilité d'un overlap selon les cas de figure que vous allez étudier? Bon, comme on l'a vu ensemble, le backtesting, il s'agit de l'anglais back, arrière, testing, tester, donc de tester en arrière, donc par le passé, l'efficacité d'une théorie technique que vous allez envisager. C'est donc un élément important de l'analyse technique en général. Et un overlap, comment on va pouvoir backtester son overlap? Par exemple, si vous regardez un sous-jacent donné, essayez de voir si dans le passé, en traçant des overlaps, comme on va le faire par la suite dans les exemples que je vous ai apportés, si ces overlaps-là, si le sous-jacent en question répond bien aux overlaps, eh bien vous pouvez vous y fier plus facilement dans le présent et donc dans le futur que si par le passé, tous les overlaps que vous avez pu tracer n'ont donné absolument rien en termes de résultats d'inflexion de marché. D'accord? Tout ce que je vous dis là, si ça peut parfois vous paraître un petit peu flou, surtout pas d'inquiétude, on va mettre des images sur les mots d'ici très peu de temps, puisque je vous ai préparé un maximum de graphiques, puisque c'est ce qui va certainement être le plus efficace afin que vous puissiez comprendre ce qu'on est en train de voir ensemble aujourd'hui. Dernière partie théorique avant de rentrer donc dans les graphiques en question. De quelle manière on va pouvoir profiter de façon optimale de ce genre de points dans une optique analytique ou stratégique? Alors, ça peut servir par exemple à trouver un bon point d'entrée. Un overlap peut en effet s'avérer être un très bon niveau, un très bon repère pour trouver des points d'entrée. Surtout dans les cas où l'overlap en question aura été maintes fois testé en tant que niveau de support important, ou évidemment de résistance, alors on pourra s'y fier de façon assez confortable pour rentrer à l'approche de ce niveau. On peut également se servir d'un overlap pour placer un niveau de stop. Alors, il y a plusieurs méthodes, je ne pense pas qu'il y en ait une meilleure qu'une autre, ça va dépendre à la fois de votre façon de gérer et certainement aussi au cas par cas des graphiques que vous allez étudier. Mais par exemple, imaginez que vous ayez un très fort overlap, comme on en avait un et qu'on verra ensemble sur le CAC à une période sur les 3006. C'est un overlap dont je me souviens très bien parce qu'il a été effectivement très efficace. Eh bien, la détermination de cet overlap sur les 3006 peut vous permettre à la fois de trouver un point d'entrée à l'approche des 3006. Pourquoi pas sur les 3006, 3650, enfin ça dépend de votre marge de manœuvre. Puis, placer un niveau de stop. Alors, placer un niveau de stop où évidemment, quelques pourcents en dessous de votre point d'entrée sous l'overlap. Alors pourquoi quelques pourcents en dessous? Parce que vous pouvez toujours, lorsqu'on parlera d'overlap ensemble, il est évident que c'est pas toujours au tick près. Vous allez avoir parfois des petites morsures qui, avec une zone de tolérance de plus ou moins quelques pourcents. Et vous avez également parfois, comme on a pu le voir dans certains cas, et comme on le verra ensemble dans les graphiques que je vous ai présentés, ce qu'on appelle des spikes. Un spike, c'est quoi? C'est une inflexion de marché de très court terme avec une grande amplitude. Donc on peut avoir un spike baissier ou un spike haussier qui font qu'on ne tient pas forcément compte des spikes pour les overlaps. Pourquoi? Parce que si, à l'intérieur même d'une journée par exemple, ou d'une semaine, si vous êtes en graphique hebdo, vous prenez les spikes, mais que au lieu de regarder les spikes, si d'un seul coup vous preniez les cours de clôture, là vous verriez qu'effectivement vous ne serez plus dans le même cas de figure. Voilà, donc maintenant je vous ai préparé, comme vous pouvez le voir ici, pas mal de graphiques, quelques-uns sur le Forex, deux des indices majeurs, CAC et Eurostoxx, quelques actions quand même, françaises majoritairement, puis des grosses américaines, McDonald's et Apple, donc pas n'importe quoi. Et on va voir ensemble, à travers l'étude de ces graphiques, c'est vraiment là que je voudrais être le plus pertinent et efficace pour vous, puisque effectivement c'est là qu'on va essayer de mettre en application cette théorie des overlaps et de voir d'une part de quelle manière ils sont effectivement très efficaces et d'autre part de quelle manière pouvoir s'en servir pour mettre en place des stratégies j'allais dire gagnantes éventuellement, mais en tout cas des stratégies pertinentes.
Premier graphique qu'on va regarder ensemble ici, il s'agit donc d'une des paires majeures, puisque c'est la UD-USD, donc le dollar australien face au dollar américain, qu'on a pris sur une base 4 heures. À chaque fois, ce qui va vous intéresser dans les graphiques que je vous ai préparés, ça va être les gros traits bleus, hein, qui vont matérialiser tous les overlaps qu'on va regarder ensemble. Ici, ça va nous permettre sur la UD-USD de voir ce qu'on appelle effectivement un overlap. Vous allez suivre la souris avec moi et on va regarder l'évolution de ce graphique ensemble. Donc vous voyez, en partant d'ici, vous voyez qu'ici, les cours ont trouvé une première zone de résistance. Hein. On a tracé cette zone horizontale autour des 0,94. Donc novembre 2009, vous voyez quand même qu'à plusieurs reprises ici, hein, donc on le voit bien, c'est pas au tic près comme je vous le disais, mais on voit bien que la paire a trouvé une zone de résistance, ici une première fois. Une correction s'ensuit, on revient à nouveau, on remonte, et à nouveau, on teste cette zone de résistance quelques mois après, novembre 2009, avril 2010, et puis effectivement une correction un peu plus marquée. Par la suite, on remonte, et là les cours finissent par dépasser, donc s'affranchir de cette zone de résistance. À partir de ce moment-là, vous pouvez tracer une horizontale sur ce précédent double top, et envisager un overlap potentiel possible. Les cours continuent leur évolution, hein, vous suivez toujours la souris avec moi. On arrive ici à une nouvelle zone de résistance qui fait office de sommet, et puis on commence une correction. Donc on finit, hein, comme vous le voyez ici, cette vague de hausse là, que je vous entoure là, qui a été terminée ici, et là elle commence à être corrigée. Regardez de quelle manière les cours sont venus tester de façon très scrupuleuse l'ancien overlap, donc l'ancienne zone de résistance ici, de quelle manière ici les cours sont venus s'en servir comme support. Donc vous voyez bien, toujours sur ce même niveau des 0,94. Donc là, vous avez, de façon imagée, de façon claire et précise, la définition visuelle d'un overlap, la vision visuelle et concrète sur cette première paire, sur ce premier graphique que j'ai sélectionné pour vous. J'espère que c'est assez clair pour vous, parce que là, c'est exactement ce qu'on va être donné à voir dans tous les graphiques que je vais regarder maintenant avec vous. On regarde après une autre paire majeure, hein, puisqu'il s'agit ici de l'euro GBP, donc l'euro contre la livre anglaise. Et on va partir à l'inverse cette fois. On avait un overlap de tout à l'heure de support, hein, donc une ancienne résistance devenue support. Là, on va prendre un support qui, lui, est devenu par la suite résistance. Donc on est entre mars et mai 2013 ici, hein, vous voyez. Donc les cours, après avoir trouvé un sommet là, commencent à corriger et trouvent une zone d'appui en support à plusieurs reprises. Ils viennent rebondir sur ce niveau qui est situé cette fois autour des 0,84. Après, au bout d'un certain temps, les cours finissent par enfoncer cette zone de support. Comme là vous étiez au sein d'un large triangle, on a un petit peu mordu sur cet overlap, mais regardez comment, encore de façon très scrupuleuse, à la sortie de ce triangle ici, comment les cours sont venus se servir de cette ancienne zone de support en termes de résistance, pratiquement un an après, en mars 2014. Donc là, vous aviez un nouveau point d'entrée intéressant où vous pouviez très bien vous placer, puisqu'on est sur l'euro GBP, short de l'euro face à la livre anglaise, ici, et regardez de quelle manière le résultat de cet overlap aura été efficace. On regarde maintenant ensemble toujours la livre anglaise, cette fois face à la couronne suédoise, donc la GBP SEK, hein, en graphique 1 heure, donc un graphique de plus court terme. On voit qu'à partir de mars 2013, la paire avait trouvé une zone de support sur cette oblique, hein, et on voit surtout les overlaps dans la hausse, ici. Regardez, hausse, zone de résistance, baisse, zone de résistance 1, 2, 3, 4, 5 fois pratiquement ici. Et puis après, regardez de quelle manière, une fois qu'on a dépassé cette résistance-là, au moment où les cours finissent ce mouvement haussier là, et qui commencent à corriger, regardez comment ils sont venus s'appuyer de façon encore très scrupuleuse autour de cette zone d'overlap. Donc une résistance ici qui devient par la suite un support. Rebelote ici, hein, vous voyez bien comment après cette nouvelle zone de résistance là, une fois qu'elle a été dépassée, est venue jouer le rôle de support. Ici, ce qui nous semble intéressant, c'est qu'on avait à nouveau un overlap potentiel, c'est-à-dire une zone de support, hein, qui est venue même à 3 reprises permettre au marché de rebondir. Mais là, ce qui nous semble intéressant, nous, et c'est pour ça que je vous ai sélectionné cette paire aujourd'hui, c'est l'enfoncement, hein, de cette ancienne zone de support
qui pourrait, ou devrait en tout cas, générer un potentiel de baisse à moyen terme sur cette paire de devises. Donc pourquoi ne pas profiter de la temporisation actuelle pour initier des positions short livre anglaise, long couronne suédoise par exemple. Une nouvelle paire majeure, puisqu'il s'agit cette fois de la livre anglaise face au dollar américain, hein, donc l'OSI GBP USD. Là, qu'est-ce que vous avez par le câble? Qu'est-ce que vous avez sur le câble ici? Vous avez une zone d'overlap très intéressante. Pourquoi? Regardez ici, on est autour des 1,71 et on voit ici que à 1, 2, 3, 4, allez, 5, peut-être une dizaine de reprises, là, entre 96 et 2000, les cours sont venus trouver une résistance sur ce niveau. Ils ont corrigé, et puis ils sont venus ici, hein, donc courant 2004, s'affranchir de cette résistance. À partir du moment où ils ont fini ce mouvement de hausse là, regardez comment allez, 1, 2, 3, 4 à nouveau, peut-être entre 5 et 10 fois, ils sont venus trouver un point d'appui sur cette ancienne zone de résistance qui est devenue ici une zone de support. Rebelote, on monte ici et on vient cette fois ici. Alors vous pouvez très bien me dire, attendez Marc Daguerre, c'est bien gentil ce que vous me dites là, mais votre overlap là, ici, il n'a pas tenu son rôle de support. Effectivement, mais moi je suis pas en train de vous dire que je vais vous montrer un niveau magique qui fonctionne à tous les coups dans un sens ou dans l'autre. Je suis en train de vous montrer comment repérer des points d'inflexion de marché intéressants et d'initier en fonction de ce que vont donner les tests de ces points, de ces niveaux horizontaux, comment initier des positions de trade intelligentes. Là, ici, par exemple, vous voyez que la cassure de cet overlap d'abord se fait de façon très violente. Hein. C'est souvent le cas dans les overlaps qui finissent par céder. Ils sont très souvent, ce sont des cassures qui sont très souvent violentes. Et regardez comment l'overlap a quand même bien joué son rôle, donc de borne de polarité, hein, exactement, puisque après avoir cédé ici, il est venu à nouveau rejouer son rôle de résistance qu'il avait joué par le passé, une première fois ici, et une nouvelle fois ici, assez récemment, puisqu'on était courant 2014. Donc vous voyez quand même, sur cette paire majeure, comment, en jouant cet overlap là, ici, vous auriez pu envisager des positions assez intéressantes. Petit bonus, puisque on est quand même toujours dans l'analyse technique, on voit également sur cette paire, autre chose d'intéressant, c'est la cassure de cette oblique là, hein, qui avait retenu le marché à plusieurs reprises. Donc cassure que je vous ai entouré ici en rouge, qui signale un potentiel de baisse intéressant. Potentiel de baisse qui graphiquement a de fortes chances pour l'instant de ne pas être épuisé du tout, puisque les premiers objectifs vont être d'abord le swing move de ce mouvement là, qui va vous amener à peu près ici. Après, le swing move de ce mouvement-là, qui va vous amener un peu plus bas, vraisemblablement à vue d'œil autour des 1,2. Donc, à nouveau, ici, un conseil qui n'engage évidemment que moi, mais qui serait plutôt de se positionner short GBP, long dollar sur cette paire-là. Voilà. Une autre paire encore que je vous ai préparée ici, donc le dollar néo-zélandais face au dollar canadien, donc le NZD CAD. Qu'est-ce qui nous intéresse ici sur ce graphique? D'abord, toujours en termes d'overlap, prenons la hausse ensemble depuis février 2009. Donc première vague de hausse ici, zone de résistance marquée, correction. Nouvelle tentative de hausse, résistance une seconde fois sur le même niveau, correction. Et là, on le voit, effectivement avec des petites morsures, on a fini par réussir à s'enfranchir de ce niveau-là. Regardez lorsque vous venez définitivement, puisque jusqu'ici on était dans une zone de congestion, mais regardez une fois que vous avez effectivement définitivement fini votre mouvement de hausse ici, regardez de quelle manière vous êtes venu vous appuyer à nouveau à la fois sur l'oblique et à la fois sur cette ancienne zone de résistance en support ici, donc en overlap, pullback sur ce niveau-là. Rebelote ici, vous avez cette zone de résistance marquée là, vous venez à nouveau la tester à plusieurs reprises ici, et vous finissez par vous en affranchir. Une fois que vous en êtes affranchi, vous attendez effectivement que ce mouvement de hausse soit terminé, et à partir du moment où ce mouvement de hausse est terminé, et qu'on repart à la baisse sur cette paire-là, regardez comment, de quelle manière, ici, et encore une fois à de très nombreuses reprises, regardez de quelle manière les cours sont venus
s'appuyer sur cette ancienne zone de résistance en support ici. Ce qui va nous intéresser maintenant sur cette paire-là, c'est de voir comment on a ici, en fait, à une année d'intervalle, donc sur les mois de mars 2014 et 2015, on a eu effectivement un double top sur ce niveau-là. Et regardez comment ici, à nouveau, on est venu en fin 2015 tester à nouveau cette zone-là. Donc là, on détermine quoi? Un overlap potentiel, pour l'instant potentiel parce que il n'est pas encore dépassé pour jouer son rôle de support, mais on a en tout cas ici une zone intéressante à surveiller. Alors comment se positionner par rapport à cette zone? Que tirer comme conclusion concrète en termes de stratégie sur ce graphique-là? Plusieurs options, voir effectivement, puisqu'aujourd'hui c'est encore un peu trop tôt, ce qu'il en advient de cette correction. Si la correction devenait un peu plus importante, peut-être que ça engendrerait un potentiel de baisse intéressant. Donc short le dollar, le NZD, long sur le CAD. Ou inversement, si jamais cette zone-là venait à être dépassée, initier des positions à l'inverse et passer à partir de ce moment-là, repasser long NZD, short CAD. Nouvelle paire qu'on va regarder ensemble ici. Donc on est toujours face au CAD, c'est-à-dire au dollar canadien, mais cette fois on le compare au dollar américain, donc USD-CAD. Et qu'est-ce qu'on voit sur ce graphique-là? On voit plusieurs choses qui nous intéressent. La première chose évidemment qui saute aux yeux, c'est cette espèce de très large canal qui était en place depuis 2008, duquel on s'est récemment affranchi, donc plutôt signal haussier. Surtout qu'on est en train de venir tester l'ancienne zone de résistance de ce canal en pullback, comme vous pouvez le voir ici. Mais à l'intérieur même de ce canal, regardez ce qui nous intéresse ici. On part à partir du sommet d'octobre 2011 là, donc on trouve une zone de résistance ici. Les cours consolident un petit peu, reviennent tester cette zone de résistance à plusieurs reprises, ici et là, comme vous le voyez avec moi, et finissent par s'en affranchir là. À partir du moment où ils s'en affranchissent, regardez de quelle manière, une fois que vous avez terminé votre phase de hausse ici, regardez de quelle manière ils sont venus s'appuyer sur cette ancienne zone de résistance, ici, à nouveau, en pullback, sur l'overlap. Rebelote, on repart à nouveau à la hausse ici, et regardez ici comment vous avez une zone de résistance là à 2, 3, 4 reprises environ, 4-5 reprises, qui est venue une fois qu'elle a été dépassée, n'oubliez pas, jouer le rôle de support ici, toujours en overlap. Je vais répondre à l'un d'entre vous. Alors les questions, j'essaie de les suivre régulièrement. Quand je peux y répondre tout de suite ou que je pense qu'il faut y répondre tout de suite, j'y réponds tout de suite. Et si certaines me semblent préférables d'attendre un petit peu pour y répondre, j'attendrai. Bon, là on me demande, dans les exemples que je vous montre, où est-ce que je mettrai un niveau de stop? Très bonne question, ça rejoint ce que je vous disais tout à l'heure, tout va dépendre de votre façon de gérer. Par exemple, moi personnellement, imaginons que je décide de jouer cet overlap parce que je me dis, bon, une résistance qui a tenu le coup 2 fois, qui est dépassée, bon, c'est un overlap potentiel, et mes cours commencent à corriger ici. Évidemment, je peux attendre d'être exactement sur l'overlap pour initier des positions longues, ou attendre qu'on approche uniquement de cet overlap. Si je décide, ça c'est mon choix. Moi, si je décidais, comme je le fais souvent, d'attendre d'être très proche de l'overlap pour initier des positions, je vais positionner mon stop en tenant compte d'un éventuel spike un peu plus bas et en tenant compte également, en termes de risk-reward, du potentiel de hausse que j'envisage pouvoir avoir. Donc ce potentiel de hausse va m'être déterminé par ma vision graphique, à savoir est-ce que je suis dans une vague 5, une vague 3, quels sont les pourcentages de projection, est-ce que je suis en train de retracer quelque chose, est-ce que je suis à la sortie d'un triangle, etc. En fonction à la fois de ce potentiel de hausse et de mon niveau d'entrée, de ma tolérance de perte que je peux me permettre, je vais effectivement placer un niveau de stop. Les risk-reward, comme vous le savez, sont donc comme le nom l'indique, le potentiel de risque-rendement. En gros, il faut envisager du minimum 2 pour avoir des stratégies intelligentes en place. Ça veut dire quoi? Ça veut dire minimum être prêt à perdre 1 à partir du moment où vous gagnez 2. Évidemment, les risk-reward
plus le risk reward est important, plus votre stratégie va être pertinente et optimale. À partir d'un risk reward de 3, vous rentrez dans des stratégies assez efficaces, et au-delà de 4-5, ça arrive parfois. Là, vous êtes vous êtes vraiment dans l'optimisation maximale de votre risk reward. Donc le placement du stop, pour répondre à ta question, j'ai pas le prénom, mais je le placerai en fonction de ce risk reward là que tu peux avoir, c'est-à-dire si tu penses avoir un fort potentiel derrière l'initiation de ta position, tu peux te permettre d'avoir un stop un peu plus large et de tolérer, j'allais dire, une morsure un peu plus importante de ton overlap. En revanche, voilà, exactement, c'est ça. Alex nous dit l'overlap agit comme un aimant tant qu'il n'est pas franchi nettement. C'est un peu ça, effectivement. Il va repousser, hein, comme un aimant ici. Donc vous savez très bien que les bornes identiques vont se repousser. Donc là, l'aimant va agir, c'est-à-dire qu'il va repousser le cours à l'approche de cette ancienne zone de résistance. En revanche, si jamais l'avantage de ces niveaux-là, comme je vous le disais, c'est, comme on le verra tout à l'heure, c'est si jamais votre overlap cède, pas de panique, vous avez effectivement eu faux dans l'initiation de votre position, mais il y a de très fortes chances pour que la rupture d'un overlap vous permette de mettre en place une stratégie qu'on appelle reverse, c'est-à-dire d'initier tout de suite une position contraire, parce que vous avez très peu de risques sur ce type de niveau d'avoir ce qu'on appelle en jargon dans nos métiers les portes de saloon, c'est-à-dire qu'en gros il est très rare que la rupture d'un niveau important ne génère pas un potentiel important dans le sens inverse. Donc les overlaps, c'est comme ça que je vous conseille de les jouer, c'est-à-dire initier des positions à leur approche à la hausse lorsque vous êtes dans une tendance haussière, à la baisse lorsque vous avez une tendance baissière, et inversement, si l'overlap cède, ne pas hésiter à couper évidemment votre perte, et tout de suite après, initier une position inverse. Et c'est très souvent dans ce type de stratégie que vous allez voir la véritable pertinence de ces niveaux-là. On les verra également de façon graphique sur certains des exemples que j'ai sélectionnés pour vous. Alors, la dernière paire qu'on va regarder là ensemble, pour l'instant, avant de rentrer dans les indices et dans les quelques actions que j'ai sélectionnées pour vous, il s'agit donc de l'USD SGD, donc le dollar américain contre le dollar singapouri. Et qu'est-ce que vous avez ici? Regardez avec moi encore une fois, cette zone de résistance là, qui a joué son rôle, allez, on va dire à 4-5 reprises, courant 2011. Regardez de quelle manière, en plus de ça, vous avez quelque chose de très propre ici, vous avez une espèce de triangle de consolidation là, et regardez de quelle manière, une fois que cette zone a été ici dépassée, regardez au moment où les cours finissent par consolider, hein. Donc n'oubliez pas que la consolidation que vous devez prendre en compte, c'est celle qui va avoir lieu immédiatement après le dépassement du potentiel overlap. Là, ici, vous voyez comment sur cet ancien overlap là de résistance, comment les niveaux sont venus à 3-4 reprises, hein, vous pouvez regarder en détail là à l'intérieur de ce cercle bleu que je vous ai tracé, comment les cours sont venus trouver un point d'appui sur cette ancienne résistance pour à nouveau repartir dans une tendance haussière. Donc, à l'approche de cet overlap, il aurait été intelligent d'initier des positions longues en dollars, par exemple, face au dollar singapouri, avec un stop que vous auriez pu placer légèrement en dessous de votre overlap, et comme je vous l'ai dit, ce qui n'a pas été le cas là, puisque l'overlap a été respecté, avec la possibilité d'initier une position reverse au moment où l'overlap aurait cédé. De rien pour la réponse. Ah, donc c'était donc Laurence. Et Rob me demande mes performances. Je vous les indiquerai à la fin de la présentation. Alors maintenant, un sous-jacent évidemment qui est en France, enfin le sous-jacent le plus suivi en France en tout cas, donc le CAC, la grande question qu'on pose régulièrement sur le CAC. Alors le CAC, comme vous le voyez ici, donc je vous ai pris un graphique 2 jours, graphique volontairement très épuré pour que vous puissiez uniquement vous intéresser aux overlaps. On va regarder ensemble l'évolution des cours donc, du CAC depuis les sommets qui avaient eu lieu, vous vous souvenez, le sommet aujourd'hui historique du CAC pendant les années 2000. Donc qu'est-ce qu'on voit? On est d'abord dans un mouvement baissier, hein. Vous voyez ici une première vague de baisse importante qui vient trouver un point d'appui, donc en support ici. Rebond, donc fin de cette vague de baisse, reprise de la tendance baissière, et après avoir été testé ici, comme vous pouvez le voir à plusieurs reprises, on finit par casser cette ancienne zone de support. À partir de là, vous avez ce qu'on appelle
votre overlap potentiel. Vous tracez une zone horizontale au niveau de ce point d'appui, et vous attendez la fin de la baisse, et puis le rebond qui a lieu ici. Regardez à nouveau de quelle manière cette ancienne zone de résistance, de support pardon, est venue jouer le rôle de résistance ici à plusieurs reprises. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à l'approche de cet overlap, vous pouviez initier des positions short sur le CAC, sur ces positions short, placer un stop légèrement au-dessus de l'overlap, et encore une fois, comme je l'ai dit tout à l'heure, ne pas hésiter à faire un reverse au cas où. Reverse ici inutile, puisque les cours sont venus à nouveau s'effondrer à l'approche de cet overlap. Rebelote ici, vous voyez, ancienne zone ici de support, enfoncé ici. Regardez de quelle manière les cours sont venus à nouveau tester en résistance cette fois, cette ancienne zone de support. Ici, alors, si on veut être très franc, très honnête, on aurait pu se dire, bah tiens, est-ce qu'ici j'ai un nouveau potentiel overlap en 300 en horizontal ici? Or, les cours ont trouvé, on le sait aujourd'hui, un point bas en mars 2003, sur les marchés en général, et donc cet overlap-là n'a pour l'instant, évidemment, on verra dans le plus long terme, mais pour l'instant n'a jamais eu lieu d'être, puisque les cours ont à nouveau repris une tendance haussière sur ce point-là. Rebelote, on part cette fois à la hausse, on a ici une zone de résistance qui est venue jouer le rôle de support à 2-3 reprises ici. À nouveau ici, vous le voyez, hein, je vous le montre à chaque fois, résistance là, support là, et la plus marquante se trouve ici. On va s'intéresser à celle-là, pourquoi? Parce qu'on va voir exactement comment bénéficier à la fois de ce que je suis en train de vous enseigner, c'est-à-dire l'overlap dans ces stratégies gagnantes comme on l'a vu ici, mais l'overlap également en termes de reverse. Pourquoi? Ici, vous avez vu, on a trouvé donc une zone de résistance. On corrige, on s'appuie sur notre ancien overlap, on remonte et on dépasse cette zone de résistance. Et là, on voit qu'une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, les cours viennent s'appuyer sur cette ancienne zone de résistance en support. Donc ça devient très intéressant, ce niveau devient très intéressant pour nous, pour initier des positions acheteuses sur le CAC. Or là, on aurait initié par exemple une position acheteuse ici, et finalement, cet overlap a fini par céder. Vous le voyez bien ici, et en plus on voit très souvent que les overlaps, comme je vous l'ai dit, cèdent de façon relativement violente, c'est-à-dire soit par des gaps, soit par des mouvements d'une forte amplitude. Là on le voit bien, le CAC a largement enfoncé son overlap, donc au lieu de paniquer en se disant mince, qu'est-ce que j'ai fait, l'overlap n'a pas tenu, Marc Daguerre m'a dit des conneries, etc. Non, non, pas du tout, puisque sur cet enfoncement de cet overlap là, la meilleure chose à faire était d'initier une position short sur le CAC en reverse, puisque l'enfoncement d'un overlap qui a été de surcroît testé à 4 ou 5 reprises, donc plus l'overlap est testé, plus il va être efficace. On va le voir comme, plus tard ici sur les 3006 dont je vous ai parlé tout à l'heure. Là, regardez de quelle manière votre position baissière aurait été efficace. Initier une position short ici, c'est prendre au moins la baisse de là à là. Ça va dépendre de l'horizon de temps que vous avez joué. De là à là, puis après sur le rebond ici, peut-être voilà, ressortir de sa position sur ce rebond là. Ou alors, si vous jouez sur du plus long terme, bah là, vous mettez un stop suiveur et puis vous êtes tranquille pratiquement jusqu'en mars 2009. Hein. Même, bah, allez, mars 2009, le rebond, allez, on va dire jusqu'à fin 2009. Bon, en tout cas, vous voyez bien ici que la position reverse sur la cassure d'un overlap est également une stratégie intéressante à mettre en place. Là, on va s'intéresser à deux autres niveaux très marquants, toujours dans l'évolution de notre indice national. Je vais d'abord m'intéresser à celui-là, parce qu'il est de plus court terme, mais quand même très efficace. Il s'agissait du niveau des 3006. Effectivement, entre 2012 et 2013, le CAC avait trouvé une zone de résistance importante sur ces 3006. Si vous êtes comme moi, amateur de marché depuis un certain nombre d'années, c'est un niveau qui avait dû certainement vous marquer à l'époque, puisqu'on s'était dit, tiens, 3006, nouvelle zone de résistance importante, donc ce qu'on appelle un double top ici, et puis finalement, vers fin 2012, le CAC a fini par dépasser cette zone des 3006. Et qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Eh bien, à 5 reprises, entre fin 2012 et mi-2013, le CAC est venu s'appuyer en support de façon extrêmement efficace sur cette zone des 3006. Donc cette zone des 3006 représentait à nouveau un point d'appui intéressant. Et lorsque je dis de façon très efficace, ça veut dire que malgré
le fait que les rebonds étaient de plus en plus importants, c'est-à-dire que finalement l'impulsion baissière était de plus en plus importante. Vous voyez ici, regardez, vous avez une petite impulsion baissière, ici un peu plus grande, et là une impulsion baissière très violente. Ce que je veux dire par là, c'est que si on se remettait ensemble à l'instant T, c'est-à-dire courant 2013, et qu'on regardait le graphe sans savoir ce qui se passait par la suite, je peux vous dire que pour acheter sur les 3006 ici, il fallait quand même oser, parce que on avait vraiment l'impression que on était un peu en bout de course, que le CAC que ça allait casser effectivement, et qu'on allait s'effondrer derrière. Hein. Les premières fois, on avait peut-être un peu confiance parce que les rebonds n'étaient pas assez violents, mais là, après une baisse comme ça, en ligne droite de pratiquement 500 points, il faut en vouloir pour acheter l'overlap. Et bien pourtant, c'était pas une stratégie perdante, puisque le CAC a malgré tout fini par rebondir sur cet overlap là. Dernier overlap intéressant qu'on va surveiller et pour cause, puisqu'on est en plein dedans aujourd'hui, en pleine actualité, c'était, vous vous souvenez, là pour le coup, entre 2009 et mi-2011, on avait trouvé une très très forte zone de résistance sur l'indice, entre les 4000 et 4100, hein, une centaine de points d'écart à peu près, même pour être plus précis, entre les 4050 et les 4100. Or, cette zone avait déjà servi de support à 2-3 reprises ici. Effectivement, elle a été mordue, hein, soyons très honnêtes, de façon assez violente, même si avec le recul ça reste des spikes, mais elle avait quand même été mordue, notamment avec à l'époque de cette fameuse crise de l'été 2014, le problème de la Grèce, etc., de la zone euro. Mais malgré tout, cette zone a fini par à nouveau tenir le coup, et notamment récemment là, puisque après un début d'année 2016 extrêmement difficile et douloureux, suite certes au discours de Mario Draghi et de la BCE, mais le CAC a trouvé une zone de rebond à l'intérieur de laquelle il est toujours, puisque à l'heure où je vous parle, je pense qu'on doit prendre entre 1 et 2% sur le CAC. Donc effectivement, on est à nouveau en train de tester cette zone d'overlap qui se trouve entre 4050 et 4100 points exactement. Donc, si vous deviez me demander ce que je pense du CAC aujourd'hui, bah, je pourrais pas vous dire autre chose que j'ai du mal aujourd'hui, à cause notamment de la sortie du canal, à envisager une reprise haussière de long terme, même si l'overlap pourrait plaider en cette faveur. En tout cas, surveillez de près cette zone. Vous positionnez sur certaines balises, par exemple sur le CAC, on pourra prendre des ratios de Fibo, on pourra prendre, allez, disons, autour le retour aussi à l'intérieur de l'ancien canal en pullback. Donc aujourd'hui, la zone se trouverait autour des 4006. Au-dessus des 4006, là, j'aurais du mal à ne pas rechanger mon fusil d'épaule, mais tant qu'on est sous les 4006, je pense qu'il est encore plus prudent de continuer à jouer la baisse et de profiter du rebond actuel pour éventuellement initier des positions baissières sur le CAC. Ça n'engage que moi. Évidemment, surveillez de près cette zone des 4000-4050, qui, elle, en revanche, si elle venait à être cassée, vous mènerait tout droit techniquement au, justement, précédent overlap des 3006, avant d'envisager une autre analyse à partir de ce niveau-là. Bon. Donc aujourd'hui, effectivement, on est en plein test de cette zone d'overlap là, et cette zone va jouer le rôle pour l'instant de soutien qu'il va falloir surveiller pour envisager une confirmation de ce que je suis en train de vous dire, c'est-à-dire une préférence pour l'instant toujours pour les positions baissières à moyen terme. J'ai juste une question Oui. pour toi. Oui. Justement, les 4050-4100 points de VCD, oui. Le réflexe c'est de reviser 3006. Ça te paraît vraiment le point de départ d'un... Alors pour moi, Vincent, aujourd'hui, oui. Alors ça veut pas dire que je pense que les 3006 vont tenir, parce que c'est un overlap qui pour aujourd'hui semble un peu caduque. C'est-à-dire qu'il n'est pas parti d'un point bas majeur comme on a pu en avoir en mars 2009 ou en septembre 2011. Mais on sait très bien que les overlaps sont aussi ce qu'on appelle une mémoire de marché, c'est-à-dire que beaucoup d'investisseurs se souviennent de ce niveau, se souviennent qu'il avait joué le rôle de résistance puis le rôle de support de façon très forte. Donc il y a quand même des chances qu'à l'approche de ce niveau, on trouve soit un point de retournement ou du moins en tout cas un point de rebond. Mais pour moi, techniquement, je vois pas grand-chose, voire même je vois rien qui me permettrait sous les 4000, 4050 de trouver aucune zone de support avant les 3006. Ce qui effectivement offrirait 400 points de baisse à prendre, et on sait tous que 400 points de baisse sur le CAC, bah, ça peut permettre des stratégies gagnantes très efficaces, quels que soient les produits sur lesquels on joue d'ailleurs. Voilà, oui, ça pourrait être alors ça. Bon, maintenant, moi je suis pas prédicateur, c'est mon avis. Après, si on repasse au-dessus des 4006, bah, je ferai mon mea culpa en disant, bah, finalement,
on a trouvé de nouvelles raisons d'avoir un... Mais là, j'ai l'impression que malgré tout, malgré la BCE, malgré les tentatives de rebond actuelles, je pense que les pressions baissières resteront plus importantes, en tout cas sur ce premier semestre, voilà, à surveiller de près, mais on est à nouveau, en tout cas, dans une phase assez difficile, mais la baisse me semble trop violente. On vient quand même pratiquement des 5003, 5004 pour qu'on puisse envisager à nouveau une reprise haussière aujourd'hui. Alors, après le CAC, le cousin européen du CAC, donc l'Eurostoxx, qui lui regroupe donc les 50 valeurs de la zone euro, parmi les 50 valeurs les plus importantes de la zone euro. Je vous rappelle que l'Eurostoxx, alors deux choses sur l'Eurostoxx. D'abord, l'Eurostoxx est quand même composé à plus de entre 30 et 40% de valeur du CAC. Donc c'est vraiment le petit cousin du CAC 40 et vous pouvez pratiquement superposer les deux graphiques et vous verrez que vous avez très peu de divergence entre l'évolution de l'un et de l'autre. Alors, pourquoi vous dire ça? Parce que il est parfois des stratégies intéressantes que vous pouvez avoir en termes d'analyse technique, c'est la corrélation que vous pouvez trouver entre des sous-jacents différents. La corrélation CAC-Eurostoxx est une corrélation très forte, très efficace, qui peut parfois, je dis bien parfois, vous permettre d'envisager l'évolution de l'un par rapport à l'autre. Je me souviens notamment de la rupture de ce canal-là qu'on avait en 2010, à l'intérieur duquel un canal très poussif, très difficile à trader, parce que alternance de vagues haussières et baissières avec une très forte amplitude, pas de vraie tendance marquée. Et puis, vous voyez, la zone des 4100 sur le CAC qui correspondait ici à cette zone des 3000, 2009, 3000 sur l'Eurostoxx. Et puis, je me souviens très bien du décalage de 2 ou 3 jours sur la rupture baissière de ce canal. Ça voulait dire quoi? Ça veut dire qu'en étudiant l'Eurostoxx, vous auriez pu anticiper la sortie du CAC à 2-3 jours près de ce même canal. Donc, CAC Eurostoxx, ne jamais oublier de regarder l'un et l'autre parce que parfois l'un peut vous donner une idée sur l'autre, ou si parfois par exemple le CAC est un peu flou, allez voir l'Eurostoxx, peut-être qu'il est un peu moins flou, etc. Qu'est-ce qu'on voit en effet sur l'Eurostoxx qui pourrait un tout petit peu appuyer notre idée plutôt baissière? On voit que l'overlap est un petit peu plus fragile ici sur l'Eurostoxx, même si effectivement il y a déjà eu des spikes, qu'on est peut-être à nouveau à l'intérieur d'un spike, mais en tout cas cet overlap là autour des 3000 a été un petit peu plus mordu. Bon, est-ce que c'est suffisant pour valider absolument une tendance baissière? Non, mais c'est intéressant en tout cas pour l'appuyer un petit peu plus. On voit aussi que la borne inférieure du canal sur l'Eurostoxx se trouve être un petit peu moins éloignée que sur le CAC. Ça veut dire que si on devait rentrer à nouveau dans ce canal sur l'Eurostoxx, peut-être être un petit peu plus prudent sur la baisse sur le CAC et se dire qu'on avait peut-être qu'on a peut-être tort finalement d'envisager la baisse. On voit également sur l'Eurostoxx, comme on l'a vu sur le CAC, exactement ce que vous aviez vu, c'est-à-dire des overlaps réguliers, à la fois dans la tendance de baisse ici, mars 2000, mars 2003, hein, donc zone de support ici importante qui est devenue une zone de résistance très importante, hein. Là vous le voyez bien, il n'y a pas de truc, il n'y a pas de tricherie, hein. On trace une zone horizontale ici, support à 2 reprises ici, résistance à 4 ou 5, 6 reprises à vue d'œil ici, et rebelote, toujours dans la baisse, donc nouveau point de support ici, rebond jusqu'à la zone d'overlap, cassure du dernier support, et après la cassure du support, on revient tester de façon très précise, encore une fois ici, encore plus précise que sur le CAC, l'ancienne zone de support qui est devenue ici zone de résistance. Rebelote dans la hausse, mars 2003 jusqu'à l'été 2007, un overlap ici, hein, sur une ancienne zone de résistance cette fois qui devient support, et un autre overlap ici, et exactement comme sur le CAC, si on avait prolongé cet overlap là, et qu'on s'était dit tiens, pourquoi pas réinitier des positions acheteuses à l'approche de ce niveau, et bien là, effectivement, la cassure violente de ce niveau aurait permis une stratégie qu'on appelle donc une reverse stratégie, donc une initiation de position baissière sur l'indice, de façon à nouveau très efficace. Bon, là vous le voyez hein, avec moi, à nouveau ici, comme on l'avait ici à la baisse, des overlaps qui ont été testés de façon assez efficace sur l'Eurostoxx. Le seul overlap qu'on n'a pas eu sur l'Eurostoxx qu'on a eu sur le CAC, c'était celui qui aurait correspondu à peu près au 3006, puisque là, si on veut être très honnête, le but c'est d'être honnête aussi, l'overlap qu'on aurait tracé ici, qui correspondait au 3006 sur le CAC, n'a pas eu lieu sur l'Eurostoxx. Mais là aussi, c'était très intéressant, parce que le rebond, cette fois sur le CAC, aurait pu permettre à des gens qui jouent l'Eurostoxx d'avoir un peu plus confiance sur le fait que l'indice européen allait pouvoir repartir à la hausse.
Et c'est ce qui a eu lieu, effectivement, puisque les deux indices sont par la suite repartis à la hausse. Après ces deux indices majeurs, je vous ai quand même préparé quelques graphiques d'action qu'on va regarder ensemble. Alors n'oubliez pas hein, qu'en termes d'analyse technique, ce qui est important, c'est le graphique. Le sous-jacent, j'allais dire, c'est secondaire. Je ne vais jamais regarder le graphique d'une action, d'un indice ou d'une devise différemment, puisque ce que je vais regarder, ce sont mes théories techniques. Évidemment, j'ai quand même un minimum de connaissances fondamentales qui font que tel secteur, tel indice, tel bon, vont me donner plus ou moins une idée tendancielle large, mais sur l'étude ponctuelle à court terme des graphiques, je vais uniquement m'intéresser à ce que me donne le graphique lui-même. Sur Arcelor, ici, intéressons-nous à deux choses, quand même les overlaps, parce que c'est le cœur du sujet de notre présentation, mais également autre chose de très intéressant à remarquer sur cette valeur. Donc vous voyez ici, entre octobre 2001 et juin 2008, un premier overlap qui a eu lieu dans le début de votre hausse. Bon, pas extrêmement violent, mais quand même bon à souligner. Mais surtout, regardez ici, cette horizontale-là, qui a joué le rôle d'overlap en termes de zone de polarité. Alors, vous prenez... Attendez, je regarde un petit peu les questions qui sont arrivées depuis tout à l'heure. Alors, en journalier, en ce moment, le CAC 40 est dans quelle vague bon, alors, si on revient sur le CAC, là, je pense qu'on peut pas dire grand-chose d'autre que fin de vague 5 ici, et on est effectivement dans une grosse vague de correction. La question est de savoir, comme on le sait toujours, les phases de correction sont toujours les plus difficiles à analyser. Autant des comptes en 5 temps, on peut le voir facilement, autant des canaux, on peut les voir facilement, mais quand on est dans une phase correctrice comme celle-là, qui n'a pas pris vraiment de figure quelconque, est-ce que c'est pas un flag, c'est pas vraiment un triangle, ça peut être un wedge ouvert éventuellement, bon, là on peut pas savoir où est-ce qu'on en est. Tout ce que je sais moi, c'est que depuis le sommet là, on est dans une phase de correction. Est-ce que cette phase de correction va rester une phase corrective eu égard à la tendance haussière qui avait pris place depuis septembre 2011, auquel cas c'est la théorie de l'overlap qui tient et la tendance haussière qui reprend ses droits, ou est-ce qu'au contraire, on a été dans une première phase baissière dans cette correction et on va éventuellement avoir une correction majeure plus importante ou une reprise de tendance baissière de long terme. Ça, c'est beaucoup trop tôt pour le savoir et aucune de ces deux hypothèses n'est impossible aujourd'hui, que ça soit techniquement ou fondamentalement. Alors, à quelle distance vous positionnez un overlap sous la... Ah non, un ordre stop sous la zone d'overlap pour éviter les fausses sorties. Oui, alors ouais, bah, c'est exactement la question qu'on voyait ensemble tout à l'heure sur le problème du spike. Je pourrais pas donner une réponse exacte parce que ça va dépendre de l'horizon de temps évidemment que vous jouez et du potentiel que vous envisagez, que ce soit à la hausse ou à la baisse. Et ça va dépendre également de votre tolérance au risque. Si vous pouvez écarter au maximum pour éviter justement ce qu'on appelle le spike, c'est l'idéal. Maintenant, il ne faut pas non plus jouer avec le feu, il faut avoir toujours une discipline et la respecter, ne pas avoir peur de couper des pertes parce qu'un spike ne devient spike qu'à partir du moment où il a fini par être validé. Mais imaginez que vous pensiez être sur un spike et que finalement c'était pas un spike mais que la tendance s'inverse. Donc voilà, moi mon idée sur un ordre stop, mettez un stop, je sais pas si vous avez un objectif à 5%, un stop à 2% et on est bon. Mais en tout cas, par rapport aux overlaps, comme je vous l'ai dit, regardez toujours votre point d'entrée et en fonction de votre point d'entrée, votre tolérance de perte, mettez un stop entre 2 et 3% en dessous avec un objectif qui sera à partir de 5-6% et plus. Hein. L'idéal après c'est d'avoir raison dans la tendance, de mettre un stop suiveur et de prendre la hausse jusqu'au moment où vous allez finir par être stoppé sur votre stop suiveur par exemple. Ça c'est souvent la stratégie la plus intéressante qu'on peut mettre en place sur ce type de niveau. Alors on revient où est-ce qu'on en était tout à l'heure. Je voudrais quand même vous signaler autre chose sur Arcelor. Donc là on voit cette borne de polarité, hein, donc résistance à 4 reprises, support par la suite ici à 2 reprises, là, cassure du support, donc overlap qui cède, reverse, puisqu'on a un potentiel de baisse très intéressant ici, et à nouveau, au moment où les cours rebondissent, à 1-2 reprises ici, on est venu s'appuyer sur ce même niveau exactement en résistance. Autre chose quand même que je voulais vous faire remarquer sur Arcelor, si vous regardez avec moi cette oblique là qui est quand même très intéressante, alors pourquoi elle est très intéressante cette oblique? Elle est intéressante pour plusieurs raisons.
on sait tous que par 2 points passe toujours une droite. Donc ne vous fiez jamais à une oblique lorsqu'elle passe par deux bottoms ou 2 tops, évidemment. À partir du moment où elle passe par un 3e bottom ou un 3e top, là, elle devient intéressante. Pourquoi? Parce que par 3 points ne passe pas forcément toujours une droite. Plus cette droite va être testée, plus elle va être efficace et plus vous allez pouvoir vous y fier. On voit que cette oblique sur Arcelor est très intéressante pour 2 raisons. D'abord parce qu'elle a été testée à de très nombreuses reprises, mais également parce qu'elle a été testée à de très nombreuses reprises dans une amplitude de temps très importante. C'est-à-dire que sur une durée de 10 ans, puisqu'on était entre mai 2005 et jusqu'en 2015, on a trouvé un point d'appui sur cette oblique-là. Vous pouvez effectivement avoir une oblique qui va faire rebondir un sous-jacent à 10 reprises, mais dans une durée de temps beaucoup plus restreinte, sur 1 mois, sur 2 semaines. Ça veut dire effectivement que cette zone est intéressante, mais qu'elle est certainement temporaire et qu'elle sera peut-être un petit peu moins violente et efficace qu'une zone comme celle-là qui tient depuis une dizaine d'années. Et qu'est-ce qu'on remarque sur cette valeur, qui était une des valeurs d'ailleurs sur lesquelles on avait un biais baissier majeur depuis en tout cas sur courant 2015. Regardez comment ici, au moment où cette zone a fini par céder, regardez de quelle manière vous avez un potentiel de baisse intéressant qui a été joué derrière et qui, d'aujourd'hui où je vous parle, n'est vraisemblablement toujours pas terminé. Donc on voit ici que l'analyse technique peut être effectivement très efficace, puisque zone de support intéressante. On voit également qu'à partir du moment où on a trouvé ici notre overlap de résistance, on a vu de quelle manière la hausse avait du mal à retrouver ses droits sur Arcelor, puisque les rebonds étaient de plus en plus faibles, et qu'ici ils ont trouvé une oblique de résistance assez forte aussi. Donc c'est ce qu'on appelle un petit peu, ce que vous voulez, un étranglement des cours qui finit par craquer. Et là, au moment où on craque, on a une espèce de sell-off où tout le monde lâche et où les cours s'effondrent. Voilà. Donc c'est des niveaux qui, là, c'est pas véritablement un overlap puisque la droite n'est pas horizontale, mais en tout cas, c'est quand même un niveau intéressant de remarquer. Après Arcelor, on peut regarder les cours d'AXA. Là, AXA, donc grosse capi du CAC. On voit également comment à la hausse ici, par exemple, à la baisse ici, à 2 reprises, ici, en ce que j'appellerais en reverse, au moment où vous avez cédé là sur cet overlap là, vous voyez comment à chaque fois vous aviez effectivement un potentiel important, et comment AXA est une valeur qui en backtesting répond bien aux overlaps, puisque jusqu'ici dans la hausse, et même ici on aurait pu le tracer, vous avez eu un dernier overlap qui a été testé récemment. Donc ne pas hésiter à backtester les sous-jacents que vous suivez. Et là, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire qu'AXA est une valeur, comme on verra tout à l'heure sur Airbus ou sur Saint-Gobain par exemple, ce sont des valeurs qui répondent effectivement très bien à ce type de niveau. Donc, si elles y répondent bien par le passé, vous pouvez peut-être envisager de vous y fier dans le présent et dans le futur de façon plus efficace que sur d'autres types de sous-jacents. Je vous ai quand même mis les différents canaux, les flags, etc. pour ceux que ça peut intéresser. Mais on va se focaliser pour l'instant sur le thème principal de cette présentation, c'est-à-dire les overlaps. Ah, pardon. Ah, donc là, quand je clique, donc ok. D'accord, très bien. À quelle distance vous positionnez ça? On l'a vu ensemble. Vous prenez position avec combien de stops? Ça, encore une fois, ça va dépendre. J'ai pas de règles précises concernant cette question-là, parce que ça va dépendre de mon degré de conviction. Ça m'arrive, je traite pas toujours de la même façon en fonction des convictions que je peux avoir. Les convictions sont menées par quoi? Elles sont menées par 2 choses. D'abord, une vision, une clarté de la situation globale. Vous avez parfois des contextes de marché qui sont beaucoup plus clairs que d'autres. Ensuite, vous avez également une conviction dans les configurations techniques qui vous sont proposées. Comme on l'a vu tout à l'heure, par exemple, ma conviction sur la rupture de la droite qu'on a vu ensemble sur Arcelor était beaucoup plus forte que celle qu'on va peut-être pouvoir voir là ensemble maintenant tout de suite sur Carrefour, qui est pas aussi importante d'un point de vue technique. En fonction évidemment de ces convictions-là que vous allez pouvoir avoir, vous allez pouvoir mettre en place votre stratégie à la fois en termes de stop et de risk-reward, de façon à moduler. Mais n'oubliez jamais de moduler. En fait, c'est très simple.
Il y a deux choses qu'il faut que vous ayez bien en tête dans votre money management. Hein, ça, je vais vous le dire, c'est valable pour quelle que soit la stratégie que vous allez mettre en place, quelle que soit la méthodologie, hein, que vous soyez fondamentaliste, technique, héliotiste, GAN, FIBO, chartiste, etc. Le money management va être déterminé par deux importants. Vous allez d'abord devoir regarder quelle est votre force en termes de directionnel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, est-ce que vous avez raison dans le directionnel, souvent ou pas? Est-ce que lorsque vous décidez d'acheter une valeur ou de la vendre, est-ce qu'elle va monter ou baisser de façon efficace par rapport à votre vision? Ce premier chiffre va vous donner, imaginez par exemple, on va prendre deux exemples. Imaginez une personne qui est très bonne en directionnel, c'est-à-dire que entre 60 et 80%, allez, soyons fous, 80% du temps, elle a raison dans sa direction. Et une autre qui, elle, a raison une fois sur deux. Hein, elle se plante une fois sur deux, elle a acheté, elle a vendu, et elle se plante une fois sur deux. Maintenant, le deuxième chiffre que vous allez devoir regarder, c'est quel est votre risk-reward en termes de mise en place des stratégies. Si vous êtes de ceux qui ont raison entre 6 et 8 fois sur 10, vous pouvez vous permettre d'avoir un risk-reward faible. Si j'ai raison 7 fois sur 10 et que je gagne un peu plus de 1 pour perdre 1 à chaque fois, dans la durée, j'ai un money management intelligent parce que je gagne de l'argent quoi qu'il en soit. En revanche, si j'ai raison une fois sur 2, il est évident que je vais devoir avoir un risk-reward plus important qui va être à partir de 3 minimum pour que je puisse envisager de gagner de l'argent sur le long terme. Évidemment, l'idéal, c'est à la fois d'être bon en directionnel et en risk-reward. Là, vous êtes le roi du pétrole, puisque vous avez raison 7 fois sur 10, et en plus de ça, vous gagnez 3 à 4 lorsque vous perdez 1. Là, vous enrichissez très rapidement. Donc votre money management va dépendre de ça. Si vous avez l'impression que vous avez du mal dans le directionnel, parce que c'est quelque chose avec lequel vous n'êtes pas familier, dans ce cas-là, il va falloir travailler votre risk-reward au maximum. Et dans ce cas-là, mettre des stops effectivement un peu plus serrés, plus sécuritaires, et vous envisagez des objectifs un peu plus éloignés par rapport à vos niveaux de stop. En revanche, si vous êtes très bon dans le directionnel, vous pouvez vous permettre de mettre des stops à 2% lorsque vous avez un objectif à 3-4%, puisqu'à partir de ce moment-là, vous savez que dans la durée, vous allez finir par être gagnant. Donc, n'oubliez pas ça. Je sais, moi par exemple, que je suis bien meilleur dans le directionnel que dans le risk-reward aujourd'hui, que je peux perdre pratiquement autant que je gagne parfois, mais comme j'ai raison plus de 6 à 7 fois sur 10, ça me permet d'avoir des stratégies gagnantes. Donc mon objectif aujourd'hui, c'est de travailler mon risk-reward. À partir du moment où vous arrivez à déterminer votre force et votre faiblesse, envisagez vos stratégies de trading en fonction de vos forces et de vos faiblesses. C'est toujours sur ces deux données-là que vous allez mettre en place votre money management. Je ne joue pas des straddles pour répondre à Rob. Alors encore une fois, lorsque vous allez vous mettre à trader, ou si vous tradez, lorsque vous allez vous mettre à essayer d'envisager des méthodes, essayez de ne pas vous embrumer la tête avec, si vous commencez à écouter ce que moi je vous dis, que quelqu'un d'autre vous dit, vous allez avoir d'abord des niveaux tous les 10 centimes, tous les 2 pips, etc. Et ça ne va pas être gérable pour vous. Ce qu'il faut, c'est vous accaparer une méthode, votre façon de gérer à vous, et la confronter à la réalité du marché le plus souvent possible. À partir de ce moment-là, pourquoi je vous dis ça? Parce qu'il y a certains qui vont faire du scalping. Moi, j'ai jamais dit que le scalping c'était pas bien. Je dis juste que aujourd'hui, c'est pas mon cœur de métier, c'est pas ce que je sais faire. Je pourrais pas vous parler très bien des bandes de Bollinger parce que je les regarde pas ou très peu et que c'est pas quelque chose sur lequel j'ai approfondi mes méthodes. En revanche, si vous me posez des questions sur Elliott, sur le chartisme, sur Fibo, sur tout ça, je saurai vous répondre parce que je maîtrise mon sujet à ce niveau-là. Donc cantonnez-vous à votre sujet, essayez de le maîtriser au maximum, parce que les gens qui viendront, d'abord, votre stratégie n'en sera que meilleure, et après, si jamais à un moment vous voulez avoir des questions dans ces disciplines-là, venez vers moi, envoyez-moi des messages. Si vous me posez des questions sur des choses que je ne connais pas, par exemple, moi, je ne regarde pas Ishimoku. Quelqu'un m'avait posé une question tout à l'heure sur Ishimoku. Bon, c'est pas quelque chose que je regarde. Est-ce que ça veut dire que je pense que c'est pas bien? Non. Ça veut dire que je ne le maîtrise pas, que je m'y suis pas intéressé, et que je ne pourrais pas répondre à des questions sur cet indicateur-là. Donc, n'oubliez pas ça aussi, c'est important. On ne peut jamais tout savoir, on n'aura jamais raison à tous les coups, et on ne peut jamais maîtriser toutes les méthodes. D'accord? C'est pas possible. Vous avez même en termes fondamentaux, vous avez des spécialistes télécom, des spécialistes auto, des spécialistes machin, parce que plus vous vous embrouillez la tête avec des sources d'informations différentes,
plus vous allez vous retrouver à vous planter parce que un tel vous aura dit ça monte, un autre vous aura dit ça baisse, un tel vous aura dit j'ai un stop à 20, l'autre va dire j'ai un stop à 19. Et dans ce cas-là, vous serez incapable de mettre en place une stratégie. Donc apprenez à vous connaître avant tout, c'est le meilleur moyen d'être un bon trader, un bon gestionnaire. D'accord ? Chacun va avoir son profil en fonction de sa façon de voir les choses, etc. Et également en fonction de sa propre expérience. Et n'oubliez pas que c'est en vous prenant des claques que vous apprendrez le plus. Moi, les clients qui viennent me voir et qui gagnent, je sais pas, coup sur coup, leurs 3 ou 4, 5 premiers trades, bah, je suis content pour eux, mais quelque part, je me dis, c'est des clients qui seront un petit peu plus difficiles à gérer par la suite, parce que lorsque vous gagnez vos 4 ou 5 premiers trades, vous avez beaucoup plus de mal à perdre les suivants. Lorsque vous arrivez et que vous prenez une petite claque au début, ben, peut-être que après, quand vous gagnez, ben, vous appréciez un petit peu différemment. C'est toujours comme ça, toutes choses étant égales par ailleurs. Donc méfiez-vous, hein, et puis n'oubliez pas qu'il y a aussi, chez tous les traders, il y a toujours une part de chance. Je veux dire, bon, on peut parfois aussi avoir eu... donc n'oubliez pas ça. C'est dans la durée d'abord que vous saurez qui est bon, qui est pas bon. Et c'est également dans la durée que vous apprendrez à vous connaître le mieux et à savoir quel type de trading vous correspond le mieux. Alors, on va continuer avec ce graphique de Carrefour. Qu'est-ce qu'on voit sur Carrefour? On voit effectivement, toujours en bleu, comme je vous l'ai présenté tout à l'heure, des bornes de polarité assez efficaces. Donc ici, des zones de résistance qui ont joué des rôles de support. Ici, des zones de support qui sont venues jouer le rôle de résistance. Et vous voyez l'alternance, par exemple, si on prend ce niveau-là, vous voyez que les ravers sont très intéressants, puisque vous avez des alternances très propres. Alors, pour les gens qui ont du mal parfois j'ai parfois des gens qui me disent, mais attendez, si je trace un niveau horizontal sur un graphe, quel qu'il soit, est-ce que c'est un overlap? Non, si vous tracez des niveaux horizontaux sur des graphiques, vous allez voir, comment savoir si ça peut être une borne de polarité? Bah, tracez n'importe quelle horizontale et regardez si, sur cette horizontale que vous avez tracée, le marché a trouvé des points d'inflexion. Des points d'inflexion, c'est exactement ce que je vous ai montré ici par les flèches, c'est-à-dire des points d'appui à la baisse ou des points de résistance à la hausse. Si vous tracez une horizontale et qu'elle est mordue dans tous les sens, à la hausse comme à la baisse, vous n'avez absolument rien à en tirer, aucun intérêt à surveiller cette zone-là. Maintenant, vous avez des overlaps qui vont parfois être mordus, ce que j'appelle mordus. Mais ici, cette zone-là, elle est très propre. Pourquoi? C'est pas parce qu'elle est enfoncée de temps en temps ou dépassée qu'elle est mordue. Mordue pour moi, c'est, imaginez par exemple, regardez ma souris là, imaginez que sur cette zone, les cours aient fait des mouvements comme ça, en permanence. Tac, 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 ce qui n'est absolument pas le cas ici. Là, cette zone n'aurait eu aucun intérêt. Mais là, vous voyez, de façon très propre, que ça soit à la baisse ou à la hausse, les cours sont venus s'appuyer sur cette zone-là. Donc, ça devient pour vous un overlap intéressant. À nouveau ici, de la même façon, vous avez une zone de support qui est devenue une zone de résistance, qui est redevenue une zone de support. Ce qu'on voit sur Carrefour, en revanche, qui nous plaît bien, c'est deux choses. La zone de résistance ici, la borne supérieure du canal, qui est venue trouver un point de résistance à plusieurs reprises. Et puis, la rupture d'une oblique, effectivement pas extrêmement forte, mais quand même. Donc ici, dans ce cercle rouge, un signal de vente assez intéressant, avec vraisemblablement un potentiel de baisse à jouer encore intéressant, c'est-à-dire, on est à 25 aujourd'hui sur Carrefour, un premier objectif autour des 20, ça vous fait quand même une perte de 5 € sur l'action, ce qui permet effectivement de trouver des stratégies assez intéressantes en termes de short. Par la suite, il est beaucoup trop tôt pour savoir si le canal va perdurer dans le temps, auquel cas, effectivement, les objectifs baissiers seraient beaucoup plus bas, mais on n'en est pas encore là. Ensuite, après Carrefour, on va regarder ensemble, alors un titre américain, mais bon, que tout le monde connaît forcément. On va regarder la valeur McDonald's, donc McDo. Alors qu'est-ce qu'on voit sur McDo de façon très propre? Plusieurs choses. Des overlaps extrêmement propres, avec en plus des écarts de temps importants. Ça aussi c'est très intéressant. C'est-à-dire que là on était en 99, on a trouvé une zone de résistance à 2 reprises. On a marqué une forte correction, la plus forte au jour d'aujourd'hui sur le titre, jusqu'en mars 2003. Et puis, on est venu s'affranchir de cette ancienne zone de résistance. Et bien, malgré tout, même si on était là, en 2007, donc pratiquement 10 ans, en tout cas 8 ans plus tard, eh bien, le marché, donc overlap, parfois également appelé mémoire de marché, c'est-à-dire que cette ancienne zone de résistance-là est venue servir de support à 1-2 reprises ici. Donc, générer des positions acheteuses sur cette zone aurait été une stratégie, sinon gagnante, en tout cas intelligente. À nouveau, une zone de résistance importante, là, puisqu'à 3 reprises, vous voyez, cette espèce de triple top qu'on avait là, une fois que cette zone a été dépassée, bon là, c'est un léger pullback,
avouons-le, c'est pas vraiment un overlap extrêmement efficace, mais quand même, un petit point d'appui ici en pullback qui vous aurait permis de trouver des points d'entrée intéressants. Et regardez là, cette dernière boîte, hein, qu'on appelle une boîte, c'est-à-dire comme une espèce de canal horizontal, hein, qui avait été matérialisée par une zone de support ici autour des 80 $ et ici une zone de résistance qui était autour des 100, je pense, oui, autour des 100 $ de mémoire. Cette zone de résistance des 100 $ qui était à la fois une zone psychologique, hein, puisque les 100 $, on parle souvent de zone psychologique sur des chiffres ronds, à la fois une zone de résistance qui est devenue non seulement un triple top, mais quasiment un quadruple top ici, hein, comme vous pouvez le voir là. Regardez ici le signal d'achat intéressant que vous aviez le jour du dépassement de cette zone de résistance là. Donc ne pas oublier que ce sont exactement ce genre de configuration que je voudrais que vous appreniez à repérer, parce que lorsque vous trouvez une zone de résistance comme ça, qui joue le rôle qui arrête les pressions acheteuses sur le marché à 4 reprises, vous pouvez être sûr que le jour où vous allez la dépasser, vous allez avoir un potentiel intéressant derrière. Et effectivement, lorsqu'on a dépassé cette résistance-là, on n'a pas eu un effet porte de saloon, puisque les cours ont trouvé une tendance haussière à l'intérieur de laquelle ils sont toujours aujourd'hui, puisqu'on a pris à peu près 21 $ sur le titre McDo en quelques mois, voire quelques semaines. Donc, ne pas oublier que c'est exactement le repérage de ce type de niveau qui va vous permettre de mettre en place par la suite des stratégies intéressantes. Regardons maintenant le titre Peugeot. Alors, sur Peugeot, on a ici un overlap très intéressant. Pourquoi? Parce que il a effectivement extrêmement bien joué son rôle ici. Vous voyez cette résistance qui est venue jouer le rôle de support ici. Que pour l'instant, je dis bien pour l'instant, cette zone tient toujours. Pourquoi avoir sélectionné le titre Peugeot aujourd'hui? Pour plusieurs raisons. Alors, excusez-moi, je vois qu'il y a des questions qui sont arrivées. Donc celle-ci a été prise en compte. Bonjour, quels indicateurs techniques utilisez-vous pour appuyer vos overlaps? RSI, MACD, moyenne mobile, etc. Donc je réponds à Thierry. Je l'ai dit tout à l'heure. Comme vous le voyez déjà sur mes graphiques, la plupart du temps, je regarde le RSI. Alors le RSI, c'est un indicateur que j'aime bien. D'abord parce que je le connais, et donc évidemment, hein, autant joindre l'utile à l'agréable. Ensuite parce que c'est effectivement un indicateur qui parfois correspond bien à ma vision technique à moi, qui peut parfois, avec des overlaps, soit confronter l'overlap, soit le confirmer. Je regarde parfois le MACD, le MACD, et de temps en temps des moyennes mobiles, en général à 20 ou 50 périodes, avec des croisements de moyennes mobiles. Bon. Mais pour être très franc, à part le RSI, je ne m'embarrasse pas, hein, je parle pour moi, trop des indicateurs. Ensuite, on me demande, est-ce que vous privilégiez l'échelle logarithmique? Oui, toujours, tous mes graphiques sont en échelle logarithmique. L'analyste graphique pur vous dira qu'il faut toujours regarder l'échelle logarithmique. Évidemment, lorsque vous êtes dans des graphiques de moyen long terme, si vous êtes dans de l'intraday, vous allez avoir une différence extrêmement faible entre le log et le linéaire. En revanche, dès que vous commencez à rentrer dans du daily, de l'hebdo, du mensuel, là, il faut absolument regarder le log. Et d'ailleurs, amusez-vous de temps en temps pour certaines valeurs à passer d'un graphique logarithmique à un graphique linéaire. Vous verrez notamment, évidemment, pour les valeurs qui codent bas, hein, qui codent faible, vous verrez une différence quand même assez violente. Et certains graphiques sont totalement illisibles en données linéaires. Alors, qu'est-ce qui nous intéresse ensuite ici sur Peugeot? Sur Peugeot, on a à la fois, donc on a eu cet overlap, et là en plus on est en train de tester la borne inférieure d'un canal aussi en place depuis novembre 2012. Donc on a ici une zone intéressante à surveiller. Que faire de cette zone puisqu'on est en plein dedans? Plusieurs options. Ceux qui pourraient privilégier ou avoir envie de privilégier la hausse pourraient initier des positions acheteuses en se disant voilà, par exemple j'achète sur le bas du canal. Je mets un stop pour répondre à la question de certains tout à l'heure sur comment placer les stops. Je mets un stop sur mon overlap ici, donc un peu plus bas, et j'envisage une reprise haussière avec deux objectifs majeurs. Le premier, sur cette zone de résistance clé autour des 20 €, hein, 20,3 exactement. Pourquoi? Parce que dernière zone de résistance ici qui correspondait, comme par hasard, à la zone de résistance majeure de
du premier semestre 2011, hein, que je vous ai tracé ici. Donc premier objectif ici, et sur dépassement éventuel, donc par exemple, on peut envisager une prise de bénéfice ici, et sur dépassement éventuel de cette zone de résistance, envisager un retour sur la borne supérieure du canal. Première stratégie potentiellement envisageable. Pour ceux qui seraient un peu plus prudents, comme moi par exemple, et qui auraient un peu peur de jouer la hausse des marchés aujourd'hui, on peut attendre la cassure du canal et l'approche du niveau d'overlap. Initier éventuellement une position baissière sur les premiers enfoncements de cette zone d'overlap, en mettant par exemple un niveau de stop juste au-dessus de l'overlap ou sur le pullback du canal par exemple. Pourquoi? Parce que si on a raison sur ce retournement-là baissier, le potentiel de baisse va être quand même très important sur Peugeot. En revanche, si jamais on avait tort, c'est-à-dire si jamais l'overlap jouait à nouveau son rôle de support, on pourrait avoir un stop identifiable facilement et positionner un stop avec une prise de risque minimale. J'aimerais vous montrer quand même autre chose là sur Peugeot. En termes d'analyse chartiste, c'est très intéressant. Regardez ce qu'on avait en partant du sommet de juillet 2007. C'est quand même intéressant de voir comment l'analyse technique peut être parfois très efficace. Donc juillet 2007, décembre 2008, forte baisse sur le titre Peugeot. Décembre 2008 jusqu'à juillet 2011, on a ici un rebond, une temporisation à l'intérieur d'une sorte de triangle hein, que je vous ai dessiné ici en gris. Et là, dans le cercle rouge, rupture baissière du triangle. Regardez de quelle manière le report déjà de l'amplitude avant l'entrée dans le triangle a été efficace ici. C'est-à-dire qu'à très peu de choses près, vous aviez à la cassure ici du triangle, en reportant ce qu'on appelle le swing move de ce mouvement-là, en le reportant ici, à la sortie du triangle, vous aviez pratiquement à très peu de choses près, de façon très précise, l'objectif de baisse pratiquement idéal, c'est-à-dire que vous auriez pu viser le bottom de novembre 2012 à quoi? À 1 euro près peut-être. Donc vous voyez quand même parfois que l'analyse technique c'est quelque chose qui peut être effectivement très efficace en termes de stratégie, de mise en place de gestion, qu'elle soit de court terme comme on l'a vu, de moyen terme ou même de plus long terme comme on le voit ici par exemple. Alors, accélérons maintenant. Attendez, laissez-moi juste regarder l'heure pour voir si on va être à l'heure ou pas. Ah, oui, là on va accélérer un tout petit peu parce que on est en train de déborder sur l'heure qu'on avait prévue au départ. Ici, Saint-Gobain, alors là Saint-Gobain, je n'ai même pas besoin d'y passer des heures avec vous. Regardez en bleu ici, tous les niveaux d'overlap efficaces que vous aviez eu. Là, la personne qui jouait les overlaps sur la hausse de Saint-Gobain entre octobre 2002 et juillet 2007 avait raison quasiment à tous les coups, je dis bien quasiment parce que le seul overlap qui n'a pas été testé en termes de support, c'est celui-là qu'on aurait pu tracer ici, vous voyez? À la suite dans la baisse ici, et regardez de façon très efficace toutes ces zones de polarité. Aujourd'hui, Saint-Gobain se trouve enfermé dans un wedge qu'on peut voir ici, donc une figure d'étranglement, entre une zone de support très nettement définie ici, et une zone de résistance très nettement définie ici. Que faire sur Saint-Gobain? Pour l'instant, ne pas forcément tenter le diable en anticipant, mais surveiller l'étranglement des cours que vous voyez ici entre ces deux zones-là, et à moyen terme, sur enfoncement, sur sortie baissière de cette zone, ne pas hésiter à se positionner à la baisse. Inversement, sur dépassement haussier de cette zone, ne pas hésiter à initier des positions haussières. Ubisoft ici rapidement parce que je voudrais accélérer un petit peu pour avoir le temps de finir avec vous. Un overlap ici très net dans la hausse à l'intérieur du canal. Ubisoft, une des rares valeurs sur lesquelles je garde un biais haussier à moyen terme. Et maintenant, quelques 5 ou 6 derniers graphiques que je vous ai proposés pour voir comment tirer profit de façon concrète des overlaps, c'est-à-dire ce sont la plupart des graphiques sur lesquels on peut jouer actuellement. Là, on a vu des graphiques sur lesquels on avait pu jouer par le passé, mais là, au jour d'aujourd'hui, quels sont les graphiques qui peuvent être intéressants? Regardez Air Liquide, là, comment les overlaps ont tenu dans la hausse depuis pratiquement 15 ans. Et là, le dernier overlap en question a fini par vraiment céder. Pourquoi ça nous intéresse? Parce que c'est peut-être initiateur d'une correction plus importante que ce qu'elle n'est aujourd'hui, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire idéalement attendre la fin du rebond qu'on est en train de jouer aujourd'hui, à l'approche de cet overlap, initier des positions vendeuses. Pourquoi? Parce qu'on a de fortes chances d'avoir raison sur ce qu'on a dit, c'est-à-dire cassure de l'overlap, donc potentiel de baisse beaucoup plus important que celui qu'on a là, viser au moins les 80 € sur la valeur.
Et si jamais vous aviez tort, c'est-à-dire si jamais on redépassait ce niveau, vous avez très peu de risques de vous prendre les portes de saloon, notamment sur une valeur comme Air Liquide, qui est quand même une valeur très solide, qui tient bon malgré les tendances baissières générales. Donc initiez une position baissière ici. Je vous le dis encore une fois, de fortes chances que vous avez raison. Si jamais vous avez tort, coupez votre perte sur le dépassement de l'overlap, et à ce moment-là, initiez une position acheteuse, un reverse, qui vous permettra très vraisemblablement de récupérer la perte que vous avez engendrée et de rentrer à nouveau dans des gains substantiels en fonction évidemment de la tendance haussière qui aura lieu par la suite. Airbus, alors Airbus là aussi, valeur extrêmement efficace sur les overlaps comme vous pouvez le voir là, valeur sur laquelle aujourd'hui il est très intéressant d'envisager des stratégies. Pourquoi? On est sur la borne basse du canal. On a eu ici un double top, on est vraiment dans ce que j'appelle exactement comme on l'avait tout à l'heure, mais de façon encore plus efficace sur Airbus, parce que de façon encore plus concrète en termes de timing, on est entre les 70 à la hausse et la borne inférieure du canal. Si le canal cède véritablement, là, pour le coup, ne pas hésiter à initier des positions baissières, puisque les premiers objectifs de baisse seront autour des 40 €. Donc 10 € à prendre sur Airbus, c'est effectivement extrêmement efficace. A l'inverse, si le canal tient, soit vous avez envie d'être agressif et vous initiez des positions haussières tout de suite sans attendre le test des 70, ou éventuellement jusqu'aux 70, puisque de 58, 59 à 70, vous avez également 10 € à prendre. Et par la suite, à l'approche des 70, prendre des bénéfices et voir ce que va donner le test des 70. Donc là, sur Airbus, on est vraiment concrètement, au jour d'aujourd'hui, sur une valeur intéressante à jouer. Comme je vous l'ai dit, si le canal tient, vous pouvez jouer la hausse, si le canal cède, jouez la baisse. Apple, alors Apple, évidemment, on ne pouvait pas échapper à Apple. Apple, la plus grosse capitalisation mondiale, une valeur que tout le monde connaît, une valeur qui intéresse tous les investisseurs, sur laquelle on trouve énormément de façons d'investir. Bon, Apple, regardez de quelle façon Apple répond aux overlaps dans la hausse. Et ce qui nous intéresse aujourd'hui sur Apple, c'est que c'est rare qu'Apple soit dans des phases baissières, en tout cas des phases correctives importantes. Là, Apple, depuis mai 2015, est dans une phase corrective, plus importante que celle qu'elle a l'habitude d'avoir, et tout le monde se demande quand est-ce que je dois revenir sur Apple. Bon, et bien pourquoi ne pas attendre à nouveau l'approche de cet overlap-là pour envisager des positions à nouveau acheteuses sur Apple. Bon, bah là encore, vous n'avez pas grand-chose à perdre. Pourquoi? Parce que soit vous avez raison, et hop, bingo, vous allez vous reprendre une des hausses comme seul le titre Apple peut vous en offrir, soit vous avez tort, et là, je peux vous assurer que la rupture de cet overlap-là sur Apple va vous offrir un potentiel de baisse qui va largement vous permettre de vous rattraper sur ce qu'on appelle donc le reverse, à savoir initier une position vendeuse, puisque sur rupture de cet overlap, le premier objectif sera vraisemblablement, là il faudra prendre l'overlap suivant, prendre éventuellement des ratios de Fibonacci de la hausse, etc., pour commencer à envisager des objectifs qui seront très certainement plus bas sur le titre majeur américain. BNP ici, alors BNP c'est intéressant pour plusieurs raisons, parce qu'on est en plein test d'un overlap ici, qu'on avait ici plusieurs signaux baissiers intéressants, la cassure du canal, une figure typique de ce qu'on appelle en termes chartistes de figure de retournement, qu'on appelle un diamant. Vous voyez, le diamant c'est cette forme de figure qui a une forme de losange allongée en fait, ici une forme de diamant, donc le diamant fait partie avec les épaules, tête-épaule, des figures de retournement classiques. Donc ici, BNP, pareil, on peut avoir plusieurs optiques, soit jouer, avoir foi en l'overlap, ce que moi je n'ai pas au vu de ce que je vous ai dessiné, mais ça ne veut pas dire que j'ai raison, donc acheter sur ces niveaux-là, avec un stop facilement identifiable puisque l'overlap est tout près, soit alors attendre la fin du rebond qu'on est en train de jouer aujourd'hui, et sur le premier signal de faiblesse, envisager effectivement une position baissière, avec voilà. Donc là c'est en fonction de votre profil de trade du profil de trade que vous avez, soit vous anticipez, soit vous attendez une validation un peu plus concrète. La différence c'est quoi? Lorsqu'on attend une validation, on conforte un petit peu plus son scénario, mais on perd un petit peu plus en risk reward, puisqu'on perd un petit peu en timing d'entrée. Anticiper, ça permet d'optimiser son timing d'entrée, mais peut-être d'avoir un peu plus de risque de se tromper dans le directionnel. Voilà. Donc BNP pour moi continue de présenter des risques baissiers assez importants sur lesquels je préférais me positionner plutôt que l'inverse.
Une autre valeur française sur laquelle on est en plein test d'un overlap, bah, c'est CNP. Alors CNP, il y a deux choses qui sont intéressantes. Le test de l'overlap qu'on a ici, bon, qui est en train d'avoir lieu, mais également on voit bien ici que les cours sont enfermés entre deux niveaux horizontaux très propres. Un double triple top là entre mai 2007 et avril 2015 autour des 16,5 €. Et ici un double bottom entre mars 2009 et juin 2012 qui en plus, non content d'être un double bottom, était une ancienne zone de résistance ici dans les années 2001-2003, donc overlap, borne de polarité, donc voilà. Donc ça veut dire quoi? Ça veut pas dire que on en est encore loin là-haut sur la baisse, mais ça veut dire que le test qu'on est en train de vivre aujourd'hui, je pense personnellement qu'il a de fortes chances d'être déterminant, c'est-à-dire sur rebond substantiel, c'est-à-dire si on repasse au-dessus des 13, par exemple des 13 €, viser à nouveau une reprise jusqu'au sommet, jusqu'au double top, sur cassure de l'overlap, ce qui serait en termes de potentiel encore plus intéressant, sur cassure de l'overlap, c'est-à-dire aller un passage net au-dessous des 11, en tout cas une approche des 10 €. Bon, moi, si CNP revient à 10, bah, je short jusqu'au 6,4. Donc, encore une fois, vous voyez un potentiel très intéressant à jouer sur ce type de valeur déterminé par un overlap. Et enfin, bah, vous voyez là, pour le coup, c'est un graphique que j'ai fait même aujourd'hui même, hein, ce matin à 9h39, donc c'est des graphiques tout frais. Pourquoi? Parce que JC2Co, suite à une bonne publication de résultats, a validé quelque chose de techniquement très intéressant. Après le test d'un overlap à 3 reprises, qui avait déjà eu lieu, qui pouvait déjà, vous voyez, vous offrir éventuellement une zone d'achat intéressante. En plus de ça, il est venu sortir du triangle, hein, matérialisé ici, là, par cette borne-là, grise, avec la base de l'overlap ici, avec, encore une fois, un fort, donc un gap, donc un fort signal haussier ici sur JC2Co, avec un premier objectif sur, allez, pourquoi pas l'oblique de résistance ici, qui n'est pas extrêmement forte, donc signal d'achat intéressant sur cette valeur-là. Voilà, allez, conclusion maintenant, et après je vous laisse avec mes coordonnées. Donc comme on l'a vu ensemble, les conseils que je vous donne pour jouer les overlaps, qui sont vraiment des niveaux très forts comme on l'a vu ensemble, sont les suivants. Apprenez à vous familiariser avec ce type de niveau. Regardez des graphiques, tracez des zones horizontales, voyez, dès que vous voyez par exemple un double top quelque part ou un double bottom, tracez une horizontale dessus, et voyez si par le passé ou dans le futur, ce niveau n'a pas joué le rôle inverse de support ou de résistance. Essayez de déterminer et de différencier justement les overlaps dans leur alternance. Essayez de voir quand est-ce qu'un overlap a joué le rôle de support pour savoir s'il va jouer le rôle de résistance, et inversement. Parce que vous l'avez vu, un overlap peut devenir une borne de polarité à partir du moment où il joue alternativement le rôle de support, puis de résistance, puis de support. Apprenez à backtester les sous-jacents afin de connaître leur réactivité sur ce type de niveau. Si vous repérez un overlap sur une valeur, essayez de voir si dans le passé, vous pouvez déterminer un certain nombre d'overlaps sur cette même valeur. Ensuite, déterminer un choix de stratégie, acheter ou vendre sur le prochain overlap. Là, c'est toute la question qui m'a été posée de savoir comment faire pour placer son niveau de stop. Est-ce que j'achète sur l'overlap et je place mon stop en dessous? Est-ce que j'achète à l'approche de l'overlap et je place mon stop sur l'overlap? Ça va dépendre de votre prise de risque et de décision. Moi, je préfère mettre mon stop en général en décalé par rapport à l'overlap, évidemment, puisque un niveau de support de résistance peut tout à fait être testé, c'est-à-dire touché. Donc si vous mettez votre stop pile dessus, c'est pas très intéressant, puisque vous allez très vraisemblablement être stoppé. Voilà, et enfin, ça peut vous permettre effectivement de trouver soit des bons points d'entrée, ou même de sortie. Hein, si vous êtes positionné sur une valeur, que vous approchez d'une résistance en overlap par exemple, n'hésitez pas soit à sortir, soit à prendre des bénéfices à l'approche de ce niveau-là. Voilà. Écoutez, je vous remercie. Je regarde s'il y a encore quelques questions. Merci Marc, merci FXM. Ben, pas de quoi, ça nous fait plaisir aussi. Ou pouvoir trouver des graphiques actions, bah, vous pouvez les trouver, je sais pas, il y a des graphiques sur internet, il y a des graphiques sur certains logiciels. Est-ce que, eh bien voilà, et bien bientôt sur la plateforme FXM, me dit Vincent, des graphiques actions et très vraisemblablement des CFD actions de plus en plus nombreux, je me trompe pas. Voilà. Donc tout ce que je vous ai dit là, c'est extrêmement valable sur des CFD. À l'approche d'un niveau d'overlap, pourquoi ne pas initier justement un CFD, alors short ou long, et exactement les CFD sont des produits qui vous permettent d'initier des positions reverse de façon très facile, puisqu'il suffit d'inverser, hein, de sortir d'un long pour prendre un short. Sur ces niveaux là, vous verrez,
avec le temps que ce sont des stratégies qui finiront par être toujours, sinon gagnantes, du moins pertinentes. Voilà, je vous laisse avec les coordonnées pour nous joindre. Si vous avez des questions sur cette présentation, si vous voulez la recevoir en format PDF par mail, donc voilà, n'hésitez pas, mail, téléphone, notre site internet. Vous pouvez nous suivre sur Twitter et nous retrouver sur Facebook. Je vais redonner la parole à Vincent. Je vous remercie d'avoir été nombreux en cette fin de semaine. Je vous souhaite un bon week-end, une bonne année et évidemment les meilleurs trades possibles. A très bientôt et encore une fois merci. Vincent, à toi. Merci Marc Derger donc, qui clôture cette conférence en ligne du vendredi 29 janvier 2016. Voilà, merci à tous, vous avez été nombreuses et nombreux, posé plein de questions, j'espère que la journée vous a plu. N'hésitez pas toujours à nous faire remonter vos retours sur les différentes présentations. Toutes les présentations étaient enregistrées, donc vous ne manquerez pas de les retrouver rapidement sur notre chaîne YouTube DailyFX France. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un très bon week-end. La prochaine conférence en ligne, c'est le dernier vendredi du mois de février. Et puis, on se retrouve donc dès lundi matin pour les points de marché habituels. Merci à tous et très bon week-end.